1921. Lettre d'Alberto Giacometti à son père Giovanni. Stampa, le 6 décembre 1921. Très cher père, je suis en train de revenir de la poste avec ta chère lettre et nous l'avons lue tous ensemble avec tout le plaisir d'avoir de tes nouvelles. Mais de savoir que tu dois encore rester à Berne plus d'une semaine nous attriste. Il nous semble que tu es parti depuis longtemps et nous sommes impatients de te revoir. Si au moins tu avais été dans un pays de soleil et de chaleur, mais ça semble encore pire qu'ici. Heureusement, ici nous n'avons pas de brouillard. Par contre, maintenant, il y a un peu de neige, mais encore très peu. En bref, ça donne un ton hivernal, mais c'est toujours mieux qu'avec le froid et le gel de la semaine dernière. On pourrait même sortir pour peindre, mais je viens de commencer plusieurs choses à l'intérieur. Un portrait dans le miroir, dont la tête me donne beaucoup de travail. J'ai beaucoup travaillé jusqu'à ce qu'elle soit terminée, mais elle me semblait un peu trop étroite, et je voudrais la corriger. Mais plus je la travaille, plus la pauvre tête devient complètement informe. Je l'ai reprise au couteau, et je suis maintenant en train de la refaire, et c'est bien mieux. C'est inutile de travailler sur une chose quand on commence à s'y perdre. Et puis je vais faire autre chose. Après le déjeuner, je peindrai Tante Maria et une pomme. Ce matin, j'ai aussi commencé Nanin, en grand, 1,10 m ou 20 sur 82. Il faut lui faire un caractère grand et fort. Maintenant, j'ai presque tout recouvert et je vais essayer de le finir au plus vite. Si l'année dernière, j'étais très impatient de partir, cette année, même si j'irai volontiers à Paris, ça m'importe peu que ça soit un jour plus tôt ou plus tard. En attendant, le temps a passé très vite et on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Lettre de Giovanni à Alberto, janvier 1922. Cher Alberto, j'ajoute 2 mots pour te dire encore le plaisir que j'ai éprouvé à lire que tu es bien arrivé à Paris. Je me souviens quand j'ai débarqué pour la première fois à la gare de l'Est et de ma première balade à travers les boulevards et les halles, le Louvre, le Pont des Arts et la Seine. Je ne doute pas que tu t'y sentiras bien et que tu trouveras un milieu très inspirant pour travailler et dont tu pourras bien assez profiter. Tu sais que nous sommes toujours impatients de recevoir de tes nouvelles pour savoir comment tu te mets au travail, dans quelle académie, etc. Tu as aussi dû trouver les Rembrandt au Louvre, et Delacroix, et tant d'autres. Quelle merveille! J'ai travaillé jusqu'à 9 h avec la lumière dans l'atelier. Je fais un portrait de Nonain, grand, avec le menton appuyé sur la main. Ce soir, j'ai commencé à peindre. Je verrai demain à la lumière du jour quel effet ça fait. Mais il faut que ça devienne quelque chose de grand et de puissant. J'ai aussi fait la composition pour le grand tableau de l'été. Samedi, je le commencerai sur la toile. Les nouvelles que tu nous as données de Diego nous ont fait grand plaisir. Lui ne nous a encore rien dit, mais s'il est aussi occupé, nous serons patients. Je t'écrirai un autre jour plus longuement, et pour ce soir, je te laisse en te souhaitant bonne nuit. Un baiser de ton papa. Lettre d'Alberto Giacometti à ses parents. Paris, le 16 décembre 1922. Chers tous, je veux terminer la semaine en vous écrivant une petite lettre. J'ai reçu le livre et je vous en remercie. Maintenant, je suis bien placée dans l'atelier et cette semaine, j'ai travaillé tous les jours après le déjeuner. J'ai commencé un torse avec les bras et avec la tête et en 3 séances, il sera terminé. Bourdelle est venu à l'atelier et il était très content de mon travail et comme avec les 3 autres qui sont très bons, nous sommes tous suisses, il est venu vers moi en me regardant et en me disant « Oui, vive la Suisse !» avec beaucoup d'humour. J'ai aussi travaillé à mon portrait et comme ça, petit à petit, il rejoindra le reste de mon travail. Et puis, j'ai acheté un vêtement pour 250 francs, solide et assez grand, de couleur marron et d'une belle forme. Tout le monde le trouve très beau et je me trouve très bien avec ce nouveau manteau, parce que l'autre était vraiment en trop mauvais état. L'autre jour, c'était le salon d'automne. Il y avait des peintures et des sculptures intéressantes, mais l'ensemble donnait la curieuse impression d'une grande réunion de déséquilibrés, volontairement naïfs et à moitié malades, mais en résumé, intéressants. Je vais au Louvre aussi, surtout le dimanche, et chaque fois, j'y découvre de nouvelles choses intéressantes. On ne les voit jamais assez. Mendelssohn est parti ce matin pour Milan,
et ensuite il va à Berlin. Quelques-uns de mes amis suisses rentrent au pays pour passer Noël, mais j'aurai toujours de la compagnie ici. Ça suffit qu'il fasse un temps comme hier. Il y avait un soleil bien clair, avec une légère brume comme au printemps, et dans les rues courait une eau limpide, une vraie merveille. Mais je vous laisse pour aujourd'hui et m'envélir un peu. Plein de baisers de votre Alberto. Stampa, 15 février 1923. Mon très cher Alberto, nous avons lu ta chère lettre avec le même plaisir et la même satisfaction que d'habitude. Et avant tout, nous sommes contents de te savoir en bonne santé, un trésor qui n'est jamais assez apprécié pour pouvoir bien travailler. Et puis, de lire combien tes études progressent bien et qu'elles te plaisent. Tu as raison de beaucoup dessiner et constamment. Généralement, les artistes dessinent trop peu. Le dessin est la base, au fondement de tous les arts plastiques. C'est le moyen le plus sûr de pénétrer la vérité et la beauté de la forme. Ingres a raison quand il dit que le dessin est la probité de l'art. J'espère que tu termineras bien ta figure et fais-la fondre. Il faudra peut-être la fondre en bronze. Le salon des indépendants semble bien être toujours le même. À mon époque aussi, c'était comme ça. Mais parmi toutes ces extravagances, ces sottises et ces gamineries, on trouve des perles. Ainsi, on peut dire que de ce salon est né le mouvement impressionniste. À ma vieille époque, il y avait un Lenoir dans l'atelier de Bouguereau. Il venait encore de temps en temps pour travailler, mais ce n'est certainement pas celui qui expose maintenant aux indépendants. Toi, tu ne te laisseras certainement pas détourner par cette production d'art éphémère, qui claironne aujourd'hui et qui demain devra déjà céder sa place à une autre qui fera encore plus de bruit. Les choses qui résistent sont celles qui sont sincères, déterminées et tirées de la nature. C'est toujours elle la grande maîtresse, la source inépuisable de l'art. Aujourd'hui, j'ai emballé 2 tableaux pour le Tournus, celui de Clara et Ottilia et un paysage du Pisdoine. Demain, je les emporte à Maloya pour en envoyer encore 3 ou 4 à Montreux où je suis invité. Mon tableau de la jeunesse avance bien, mais il me donne encore du travail. Si le temps reste au beau fixe, nous irons à Maloya et j'y ferai quelques paysages enneigés. S'il te faut quelque chose, tu peux nous écrire. Alors, prends soin de toi, bon travail, et écris-nous encore bien vite. Je t'embrasse très fort. Ton papa. Lettre d'Alberto Giacometti à ses parents. Paris, le 29 décembre 1923. Chers tous, voici déjà la dernière lettre de 1923. Comme c'est passé vite. Ça semble avoir été un instant. Pourtant, quand je pense à toutes les choses qui se sont passées en un an, beaucoup semblent déjà loin. Ça fait maintenant 5 minutes que j'ai le stylo en main et que je n'écris rien. Ma mémoire est parfois ici, parfois là-bas à Stampa, puis à Paris, et puis à Maloya. J'entends une voix, quelqu'un parmi vous qui est devant moi, et au même moment, j'ai l'impression de sentir le beau soleil de Maloya. C'était si long, si beau et si profond que c'est comme si une particule était restée et me faisait du bien. Mais voilà que vient s'ajouter une vague crainte suivie d'un bruit d'avion et que ces terribles bêtes ailées, comme des guêpes géantes, me volent au-dessus de la tête à l'arrière de la maison. Ça a vraiment dû être la plus affreuse des émotions de 1923, parce que parfois, je me sens pâlir de terreur. J'en oublie presque que je suis à Paris. C'est curieux. Par contraste avec ces belles hauteurs, elle se rapproche du gris et du noir, et les rues brillent sous la pluie, et puis cette belle soirée claire à travers laquelle on voit la lune. Je suis là, dans un café qui donne sur la rue, duquel nous nous réjouissions de pouvoir admirer le jardin du Luxembourg. Vous vous souvenez ? Et justement, on y joue cette belle chose de Gounod. Mais comment s'est passé Noël ? J'espère que très vite, une de vos lettres me le dira. Moi, je ne le passerai pas à Saint-Sulpice comme je vous l'écrivais. Ça a pris une autre tournure. Le 11, nous avons attendu pendant une demi-heure à l'atelier de Benninger, lui, Kaisbüller, Pitschen et moi. Chacun avait apporté quelque chose pour passer le temps. Vous imaginez ce que cela pouvait dire. En résumé, à l'heure de la messe, nous étions de bonne humeur. On blaguait, on rigolait,
Et bien entendu, on a bien pensé à remettre pour une autre fois l'idée d'aller à l'église. À 2 heures, j'étais au lit, et pour la fête, à peine levée, j'ai filé à Notre-Dame où il y avait un chœur qui chantait très bien. Après le déjeuner, j'ai travaillé, et c'est comme ça que j'ai passé Noël, et j'en suis content. Mais je voulais raconter une scénette de correction de Bourdelle, il y a près de 8 jours. Nous avons un garçon très intéressant pour modèle, fin, et qui prend la pose simplement et naturellement. Après avoir ajusté la moitié de la première pose, et la dernière parce qu'il est resté à discuter, j'étais un peu en avance. J'avais commencé à peindre à 1h30. Bourdelle a commencé à dire « Dites-moi, il vous intéresse le modèle ?» Comme personne ne répondait à la question et qu'il attendait, j'ai dit oui, de bonne foi. Lui, à moi, pas du tout. On ne peut rien faire d'intéressant. Il est devenu une chose ennuyeuse. Il ne sera jamais une œuvre d'art. Moi, mais un artiste qui ressent la beauté du modèle, si elle est très forte, ne peut-il pas faire une œuvre d'art? Lui, pas s'il n'est doué que de ses mains. Moi, bien sûr que non, mais il est capable de voir l'intérêt que peut avoir une figure. Lui, pas s'il ne voit qu'avec ses yeux, et pas aussi avec l'esprit. Je ne pensais pas qu'il pouvait nous donner des réponses aussi puériles. Je sais ce que voir signifie. C'est autre chose que de regarder stupidement. Moi, mais un artiste en train de faire un buste et qui ne cherche pas à le faire autrement qu'en toute sincérité et avec rigueur, son travail ne devient-il pas une belle œuvre d'art au fur et à mesure qu'il devient vraiment artiste? Lui, non. Ça devient une chose ennuyeuse. L'art est autre chose. Moi, je sais ce que c'est. Personne ne le sait plus. Bien sûr, je ne dis pas ces secrets que je confie d'ailleurs rarement. C'est très intime. Au salon d'automne, je vous montrerai la quantité de bustes copiés exactement d'après nature, avec toutes les rides. Mais elles sont si ennuyeuses. Moi. Mais sont-ils d'après nature parce qu'ils ont des rides superficielles? Lui. Prenez une cafetière. L'élève à l'école des beaux-arts la copie exactement comme elle est. Cézanne, lui, fait la même cafetière, complètement différemment. Et c'est une œuvre d'art. Ça n'est pas une copie. La copie de l'élève qui est exacte est ennuyeuse. Moi. Le tableau de Cézanne est selon nature. Celui des beaux-arts, c'est de la foutaise, et jamais, au grand jamais, une copie de la nature. Voilà qui est vrai. Mais je me suis arrêtée là parce que je ne voulais pas sembler impertinent, même si quelquefois je l'ai été, parce qu'il se contredisait complètement. Pourquoi raconte-t-il des choses pareilles? Il croit être face à des enfants? Peut-être qu'il n'a pas encore remarqué que nous n'étions pas tous des fillettes américaines qui avalent tout ce qu'on leur raconte. Vendredi prochain, nous allons tous au Trocadéro. Et ensuite, je leur ferai voir la figure et le tableau que j'espère avoir pu mener à un niveau regardable. Pour autant, je suis convaincue que c'est encore loin, même très loin, de ce que je peux encore faire, avant que ça soit vraiment bien. Aujourd'hui, j'ai peint les mains. C'était merveilleux. Quand est-ce qu'on se donne la peine d'étudier les choses à fond? Pas souvent. Sinon, on ne pourrait pas en faire une telle quantité, avec toutes les difficultés qu'il y a. Mais il est 11h30 et je dois rentrer à la maison et remettre à plus tard les bavardages. J'espère voir très vite vos belles écritures. Je vous laisse et vous souhaite une heureuse fin d'année et encore plus heureuse nouvelle année. Plein de baisers, votre Alberto. Stampa, 6 janvier 1924. Très cher Alberto, ton dialogue-dispute avec Bourdelle nous a beaucoup intéressés. Ta thèse était juste. L'art est dans la nature. Tout dépend de savoir voir. C'est la formule de Dürer. Die Kunst ist in der Natur, reformulée par Ingres dans Ses pensées. Les anciens, eux, n'ont pas corrigé leur modèle. J'entends par là qu'ils ne les ont pas dénaturés. Si vous traduisez sincèrement ce qui est là, vous procéderez comme eux, et comme eux, vous arriverez au beau. Si vous suivez une autre démarche, si vous prétendez corriger ce que vous voyez, vous n'arriverez qu'au faux, au louche et au ridicule. Et encore, l'art n'est jamais à un si haut degré de perfection que lorsqu'il ressemble si fort à la nature qu'on peut le prendre pour la nature elle-même. L'art ne réussit jamais mieux que quand il est caché. Et encore, l'art n'est jamais à un si haut degré de perfection que lorsqu'il ressemble si fort à la nature qu'on peut le prendre pour la nature elle-même.
l'art ne réussit jamais mieux que quand il est caché. Ce sont les mêmes pensées qu'exprime Cézanne, quand il disait ne pas pouvoir penser du tout quand il travaillait devant la nature. Et aussi Poussin fait dépendre toute l'excellence de l'art du savoir voir les choses. Donc en principe, tous les grands artistes sont d'accord. Pourtant, quelle diversité dans leurs œuvres. Résultat de la manière de voir différente, plus ou moins profondément et intensément. Cézanne s'agenouillait devant la nature avec la même émotion et adoration que Fra Angelico devant ses visions internes, qui après tout étaient sa nature. Je ne comprends pas comment Bourdelle peut dire que Cézanne faisait et voulait faire autre chose que la nature. Tu aurais dû lui citer cette anecdote de Cézanne alors qu'il disait « À peine me vient-il l'envie de faire autre chose que la nature, que patatras, tout est fini. » Mais naturellement, on ne peut pas faire une œuvre d'art si la nature ou le sujet ne l'intéresse pas. Et s'il n'intéresse pas, c'est signe qu'on ne la voit pas. Quand Bourdelle a dit que ce modèle ne l'intéressait pas, certes, il ne le voyait pas et dans ces conditions, il n'aurait pas non plus pu en sortir du tout. Mais cela dépendait de lui, non de la nature. Ingres dit encore, c'est dans la nature qu'on peut trouver cette beauté qui fait le grand objet de la peinture. C'est là qu'on doit la chercher, nulle part ailleurs. Ingres, du reste, je le trouve toujours plus intéressant. Il a des principes clairs et sûrs, et dans ses pensées, je le trouve plus sincèrement peintre que ne l'est Delacroix. Son concept de l'art est plus pur et moins encombré de romantisme. Je serais curieux de connaître le secret de Bourdelle, quand il prétend être le seul qui sache ce qu'est l'art. Ceci est de la blague. Ce qui compte, ce sont les œuvres, et à partir d'elles, on connaît l'artiste. Et l'artiste est celui qui sait voir. Et étudier l'art veut dire apprendre à voir. Maintenant, Ingres dit que pour apprendre à voir la nature, il est nécessaire d'étudier les antiques. Il a raison. L'étude de l'art antique est un auxiliaire puissant pour nous révéler la nature. Cela dépend en revanche de quel art antique. Je crois que sur ce point, on ne serait plus du tout d'accord avec Ingres. Mais lui dit très bien encore dans une de ses pensées, « L'étude ou la contemplation des chefs-d'œuvre de l'art ne doit servir qu'à rendre celle de la nature fructueuse plus facile. Elle ne doit pas tendre à la faire rejeter, la nature étant ce dont toutes les perfections émanent et tirent leur origine. » C'est très bien dit et c'est d'une grande vérité. La visite au Trocadéro sera intéressante. Aussi, devant ces antiques figures gothiques, on peut voir comme la perfection de l'art est majeure, si franche et intense dès qu'on s'approche de la nature. J'espère que ta peinture est bien réussie, et je suis impatient d'entendre ce qu'en dit Bourdelle. Et avec la sculpture polychrome, comment ça va? Lui as-tu montré tes travaux? Donc, au plaisir de te lire bientôt. Nous t'envoyons bien des pensées et baisers. Les vacances se finissent, Bruno partira demain. Elles sont passées vite, ces fêtes. Ton très affectueux papa, Giovanni. Lettre d'Alberto à ses parents. Paris, le 28 avril 27. Très chers parents, j'ai attendu que le vernissage de l'exposition soit passé pour vous écrire. Comme ça, je peux vous raconter un peu comment ça s'est passé. J'espère qu'entre-temps, vous avez reçu ma carte postale de Saint-Germain. Bruno a écrit une lettre l'autre jour. Il disait que les larmes lui montent presque aux yeux lorsqu'il voit s'éteindre les lumières de la ville. Il devrait peindre des paysages lui aussi. Le dernier jour, nous sommes encore allés voir des maisons à côté d'ici. Elles sont très belles. Toute la rue est un peu dans le même esprit. Il a pu voir beaucoup de choses pendant qu'il était là, et maintenant, il va pouvoir digérer un peu. Nous sommes aussi allés à Chartres, mais c'était une journée si froide qu'on résistait peu devant les murs en plein soleil. Nous avons aussi vu 2 autres très belles églises, moins gothiques que la cathédrale. Le 26, c'était l'ouverture de l'exposition. Je n'y suis pas retournée depuis que j'ai apporté les sculptures, et puis, comme cette année on ne pouvait pas entrer dans les salles, je ne sais pas où ils m'ont mis. Quelques jours avant, j'ai vu Bart qui est parti pour la Suisse. Il était très mécontent qu'il l'ait mal accroché. Il était un peu déconcerté.
En même temps, c'était exagéré, parce qu'en réalité, il n'est pas mal accroché. Bien entendu, nous y sommes allés dès le matin et on aurait cru être à un baptême ou même plutôt à des funérailles officielles. L'exposition est très intéressante. Il y a beaucoup de choses très différentes dans toutes les directions possibles. Et vers le fond, il y a toute une rangée de pièces qui seraient mieux ailleurs. Mais c'est toujours pareil. Moi, j'étais très content qu'il m'ait mis exactement à l'endroit que je voulais. C'est très bien, et sans même que je ne demande rien à personne. Je suis dans la salle la plus moderne du salon. Cette année, ils l'ont mise au milieu, à côté de la salle des sculptures. Je trouve que c'est la salle la plus intéressante, celle qui fait le plus d'impression. Au milieu, il y a une sculpture de Brancusi en métal brossé. D'un côté, il y a Zadkine, et de l'autre, il y a moi. Et entre les deux, il y a de grands tableaux de Léger et de Glaise, et puis encore d'autres. Je ne suis pas très content de ma sculpture et il faut que je fasse mieux. Mais en même temps, comme elle est bien où elle est, ça lui donne un peu d'esprit. Et puis c'est une sculpture. C'est le seul endroit où on peut vraiment parler de sculpture et nous y sommes tous les trois. Zadkine a voulu bien faire, mais il s'est un peu perdu cette fois. Ça n'est pas si bien, même si ça reste intéressant. Brancusi, qui est un des sculpteurs les plus vieux, il a déjà la barbe blanche, a fait quelque chose de parfait. Mais le travail prend un peu trop de place avec un beau métal lumineux comme un miroir. Mais ça fait du bien aux yeux et c'est la seule chose réussie de ce salon. C'est la seule chose qui me paraît plus puissante que la mienne. Sinon, ma sculpture intéresse et plaît à beaucoup. Je suis bien forcée de l'admettre. J'aurais pu en mettre une autre, mais c'est aussi bien comme ça. Zadkine m'a félicitée et d'autres ont aussi trouvé qu'elle est très belle. En bref, ils m'ont donné un bon endroit. Je le garde et j'améliorerai la sculpture. Et dans ce domaine, il y a tout à faire et peu s'y engagent. Lipchitz n'a pas exposé et on sent que ça manque parce que dans ce domaine, c'est lui le meilleur. En décembre, j'espère exposer à cette exposition dont je vous parlais et à laquelle ne participeront que Lipchitz, Brancusi et moi-même. J'exposerai mieux cette fois-ci, car je peux faire bien mieux. Sinon, je vais exposer dans cette petite galerie et très vite ailleurs aussi. Mais je continue avec le salon. Dans la grande salle centrale et dans les autres couloirs, il y a des sculptures à n'en plus finir. Des têtes en quantité et puis des nus qui se lavent, qui se tiennent debout, qui sautent, qui se couchent. Il y en a pour tous les goûts. Despio montre deux bustes, moins bons que d'habitude et qui manquent de vie. Bourdelle montre un énorme monument pour la Pologne, mais avec un socle tellement haut et tellement gros que c'est impossible de voir le sujet, ce qui, selon moi, devrait être l'essentiel. Il y a beaucoup de bonnes peintures. Utrillo montre trois beaux tableaux, et puis Matisse une belle ballerine assise avec des couleurs très prononcées et très simplement dessinées. Mais les couleurs, il les a prises un peu de Léger, un peu de Picasso. Et aussi Vlaminck montre un beau paysage, et aussi un portrait. Mais il donne un peu trop l'impression d'avoir été jeté à toute vitesse. Et sinon, il y a tellement de bons peintres, mais moins intéressants. Campilly me semblait mieux à l'atelier, et il a de bonnes idées, mais il les exprime mal. Léger est certainement le plus fort, aussi en termes de couleurs. Il présente une grande composition avec une tête et des objets tous ensemble. C'est harmonieux et puissant. Survage, qui est à côté, est aussi un peintre très intéressant. Bien sûr, il y avait foule au vernissage, on se serait cru au marché. Une poussière, le sol était tout simplement en terre, jusqu'aux étoiles. Nous sommes sortis le soir avec un mal de tête. Bien entendu, à midi, nous sommes allés à l'extérieur et nous avons mangé ensemble sur une terrasse à proximité. Maintenant, je dois terminer d'autres choses qui sont en cours. Geisbühler va bientôt partir pour l'Amérique pour se marier et pour faire les bustes des riches dames, amies de son épouse. Comme ça, chacun va de son côté et ceux qui étaient comme les doigts de la main ne se voient plus. Cette année, j'espère venir à la maison un peu plus vite. Il me semble ne pas y avoir été depuis une éternité. J'espère que ça sera déjà le printemps à Stampa et que je pourrai faire des belles promenades à travers les prés. Ils vont bientôt commencer à pousser. Du coup, j'aimerais bien être à Samarovan. Papa a peut-être déjà commencé des paysages. Le tableau de Bernina est-il déjà terminé ? Bientôt Ottilia doit arriver et maintenant j'imagine qu'elle est à Soleure. Tu as déjà fait les frises sur la porte ? Dans quelques jours, je vous enverrai des photos de la sculpture. Je les ai données à copier. Diego est sorti
Et comme il ne revient que le soir, je dois envoyer la lettre et je vous écrirai plus la prochaine fois. Mais je m'arrête pour aujourd'hui. Je vous écrirai de nouveau très vite et je vous laisse avec plein de baisers et toutes mes salutations à vous deux. Votre Alberto. Stampa, le 3 mai 1927. Chers enfants, avant de prendre mon petit déjeuner et de me mettre au travail, je veux vous écrire afin que la lettre parte avec la première voiture. Nous avons eu de magnifiques journées, quelques pluies et de la chaleur, si bien que la neige est partie dans la montagne et la route est dégagée à Maloya depuis déjà 8 jours. Nous voulions vous écrire avant, mais nous attendions la lettre d'Alberto qu'il nous avait promise avec sa carte postale de Saint-Germain. Et la lettre est arrivée et sa lettre nous a fait grand plaisir. Nous félicitons Alberto et nous ne doutons pas que le succès ne manquera pas. J'aimerais beaucoup voir le salon avec ta sculpture. Espérons la prochaine fois. Ainsi, continue avec courage et tout ira bien. C'était mon rêve de conquérir Paris. Mais aujourd'hui, c'est vous qui en ferez la conquête, avec la sculpture, l'industrie et l'architecture. Ottilia est arrivée hier soir. Elle est très contente de son voyage et de son séjour à Hambourg. Elle a vu Bruno à Zurich, qui, paraît-il, se vante beaucoup de Paris. Zacharia, au contraire, se sent mieux à Zurich. Il avait presque peur à Paris. Bruno nous a aussi écrit, et on comprend à sa lettre, qu'il a vu beaucoup de choses à Paris et que son architecture commence vraiment à l'intéresser. J'irai probablement à Zurich la semaine prochaine. J'espère finir les 2 frises pour Balsiger avant. Le tableau du Bernina n'est pas encore tout à fait terminé, mais il n'en manque pas beaucoup, et quand je rentre, je pourrai la livrer. Les élections du club ont eu lieu dimanche à Bondeau. Tout le monde a été renouvelé, à part ceux qui avaient décliné, parmi lesquels je faisais partie. L'oncle Arnoldo a été nommé à ma place au bureau, et c'est très bien ainsi. Je suis très curieux de voir la photographie de la sculpture. Le professeur Zendrali m'a demandé une photographie pour l'almanach, et il désirait aussi quelque chose d'Alberto. Je ne lui ai rien promis, mais que j'en parlerai cet été quand il viendra. Je vais prendre mon petit déjeuner maintenant. Écrivez-nous bientôt et prenez soin de vous. Bon travail et beaucoup de baisers de votre papa. 1928. Lettre d'Alberto. Paris, le 8 novembre 1928. Mon très cher père, j'ai pensé toute la journée que je devais t'écrire, à toi et à la maison, et je m'y mets enfin. Je suis dans un petit café, mais avec la tête un peu ailleurs, maintenant que tout le monde est à un endroit différent. J'espère que ton travail avance bien et qu'à Coire, tu ne t'ennuies pas trop. Je pense que maman et Ottilia arriveront bientôt. Et celle-là, un jour prochain, je la verrai descendre d'un train à Gare de l'Est. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose maintenant que Diego est parti. Je m'étais vraiment habituée à le voir ici. J'attends qu'il m'écrive d'Égypte. On m'a beaucoup demandé de ses nouvelles. Bruno est parti à Zurich. Ici, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Je me suis mise au travail et je verrai comment ça ira. J'ai plusieurs travaux en cours. J'ai commencé 2 choses qui seront en terre cuite. C'est un beau matériau qui m'attire beaucoup. C'est très immédiat et léger. Ces derniers jours, j'ai peint le matin avec modèle. Je finirai samedi en le travaillant simplement. La peinture serait plus confortable. On arrive peut-être plus facilement à faire ce qu'on veut. C'est directement définitif. Et les gens s'y intéressent aussi davantage. Mais instinctivement, la sculpture m'attire à nouveau. Comme je te l'ai dit l'autre jour, il y a eu le vernissage du salon d'automne. C'est la 25e année et les salles de rétrospective sont très belles. Il y a un beau Cézanne, un Gauguin qui est peut-être encore plus beau. C'est une véritable perfection. Il y a un très beau nu de Renoir. Puis sur l'escalier, le Balzac de Rodin, qui évidemment écrase tout. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sculptures à écraser. Elles sont certes abondantes, mais mauvaises. Une Vénus de Mayol à laquelle il aurait travaillé pendant 17 ans, mais le résultat ne me fait pas beaucoup d'effet. C'est absolument grec, très froid, et avec un très fin collier autour du cou qu'elle tient d'une main. Alors que son monument à Cézanne, qui est exposé dans l'endroit le plus laid du jardin des Tuileries, est un vrai chef-d'œuvre qui m'a vraiment impressionnée. C'est une figure allongée, en pierre, très harmonieuse et pleine.
Au salon, des bons peintres, il n'y en a pas beaucoup qui ont exposé, et l'effet est plutôt très sombre, sans vie. Matisse, au contraire, a une très belle nature morte claire, simple et immédiate. Sinon, le courant dit moderne, Picasso, tout ça, me semble être arrivé à un point mort, très mort. Dans ma prochaine lettre, j'espère pouvoir écrire qu'il y a du nouveau. Jusqu'ici, je ne me suis pas beaucoup promenée. L'autre soir, j'ai vu Gagnon et je suis restée avec eux toute la soirée. Ils parlaient de l'Académie Julian du temps jadis, y compris sous Bougreau, et c'était un sujet inépuisable. Je vois souvent Barthes, c'est une nouvelle bande de Suisse, mais un peu ennuyeux à la longue. Je voudrais encore écrire à la maison, comme il est déjà un peu tard, j'arrête. Je te salue et t'envoie vraiment beaucoup de baisers. Ton Alberto. Lettre d'Alberto, Paris, lundi, juin 1929. Très chers parents, après 2 jours très mouvementés, j'ai des nouvelles à vous écrire. Vous savez que j'avais emmené 2 sculptures chez Madame Bûcher à l'exposition Campilly. Une était déjà vendue, mais elle l'exposa quand même. L'autre fut vendue le jour suivant, mais elles restèrent en exposition. Maintenant, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé à la suite de samedi après-midi. Bérard, un peintre, est allé à la galerie avec Jean Cocteau, l'écrivain. Ils sont enthousiasmés par les sculptures. Cocteau m'a laissé un billet. Il aurait bien acheté la sculpture, mais elle était déjà vendue. Bérard a couru pour chercher Pierre. Pierre est arrivé, il les aime, mais il ne montre pas à Madame Bûcher qu'il est intéressé. Il envoie tout de suite Bérard chez elle pour lui demander mon adresse. Madame Bûcher ne veut pas lui donner. Pierre va chercher ailleurs, il y vient à la galerie où travaille la sœur de Brignoni. Sachant qu'elle me connaît, il me fait chercher avec son numéro de téléphone en demandant que je le rappelle d'urgence. Samedi soir à 10h, je suis au courant. J'appelle Pierre et il me donne rendez-vous dimanche à 4h. On se retrouve, il y avait aussi son frère. Nous allons à l'atelier. Ils sont enthousiastes. Les 2 autres s'en vont et Pierre m'offre un contrat. Il m'invite à déjeuner, aujourd'hui lundi, pour avoir une réponse. Je téléphone alors à Einstein. Einstein vient à 8h30 du soir chez moi avec sa femme. Il me donne des conseils et me dit d'accepter. Aujourd'hui à midi, j'étais donc chez Pierre, un bon repas au luxe discret. Ensuite, on a discuté, il a ébauché le contrat et m'a donné une avance de 2000 francs. À 4h, j'ai téléphoné à nouveau à Einstein pour lui dire les conditions définitives. Il me dit alors d'accepter. À 4h30, Madame Bûcher vient chez moi pour voir des sculptures avec une dame. Je ne peux plus rien lui donner. À 5h30, je vais chez Pierre qui me donne le contrat. Je monte et vous écris. Vous voyez comme tout s'est passé vite. Entre-temps, Einstein avait appelé Pierre pour lui dire en secret que le numéro de novembre de Documents aura un article sur moi avec des reproductions, ce qui semble devoir rester secret. Ainsi, en un peu plus de 2 mois, j'ai tout eu, et je suis connue dans les cercles les plus importants, et tout le monde en parle. Et tous ces gens-là, Pierre et ses proches, Masson, etc., Einstein, etc., Bûcher, etc., me mettent tous au premier rang dans la sculpture. Le contrat dure jusqu'à la fin de 1930. Je n'aurais pas fait plus long. C'est bien ainsi. Probablement, Kahnweiler l'aurait fait aussi plus tard. Mais il semble qu'il ait des ennuis avec les 2 sculpteurs avec qui il travaille déjà. Quand j'ai eu l'affaire en poche, je me suis aperçue que je n'avais même pas pensé à faire monter les enchères. Mais bon, c'est déjà une bonne chose vu le prestige de la galerie Pierre. Et puis je serai libre ensuite de renouveler ou chercher ailleurs. Pierre prend tout. Sculpture, dessin et éventuellement peinture. Il paye toutes les dépenses. Bronze, plâtre, cire, tout ce dont j'ai besoin pour la sculpture. Il produit 5 à 7 épreuves numérotées et il m'en offre une pour chaque sculpture, que ce soit en bronze ou autre. Cette pièce-là, je peux la vendre à ma guise. En plus, je peux chercher un atelier jusqu'à 8000 francs par an et il paye la moitié et en plus il me donne 1500 francs par mois et si j'ai des commandes à part, un pourcentage de plus. Vu ce qu'il risque et les prix des fonderies et des pierres qu'il prend sur lui, c'est pas mal pour commencer. Et si tout se passe bien, les conditions s'amélioreront. De plus, je suis le seul sculpteur chez lui, ce qui est intéressant aussi. Je ne m'attendais pas à toutes ces choses qui m'arrivent si précipitamment. Et vous non plus, je crois. Ainsi, sans l'avoir cherché, tout le monde vient à moi. Et je suis si rapidement, si tôt dans la course.
Pierre me disait que s'il m'avait connu auparavant, j'aurais eu un contrat depuis 1 an déjà. Mais c'est mieux ainsi. Et désormais, je trouverai toujours de quoi vivre. Si tout ne s'était pas passé si vite, j'aurais pu avoir des conditions encore meilleures. Mais en fin de compte, je suis content. Einstein voulait parler à Pierre cette semaine. Et il est arrivé seul, ce qui est bien plus sympathique. Einstein en était très content. En plus d'être amateur et critique d'art, Einstein, je le sais de Pierre qui me racontait cela aujourd'hui au déjeuner, fut un des leaders des révolutions communistes en Allemagne et en Autriche, et il fut condamné à mort 3 fois. Il était dans le trio, lui, Liebknecht et Rosa Luxembourg. Ils étaient très amis, mais lui-même ne m'a jamais parlé de son engagement politique. Il viendra chez moi cette semaine de nouveau. Certains ont dit que depuis des années, il n'avait jamais rien vu qui les impressionne autant que mes sculptures. Et désormais, j'ai une reconnaissance à Paris. Il faut que j'écrive à Masson. C'est l'heure du dîner et je vous laisse. Je vais vous écrire très prochainement. J'espère que cette lettre vous parviendra encore à Stampa. J'ai hâte qu'elle arrive. Diego est avec moi à l'atelier. Il habite là. Il est en ville à présent. Hier soir, nous étions ensemble tous les 3. Je vous laisse pour aujourd'hui avec toutes mes salutations et des baisers. Votre Alberto. Je ne peux pas relire, mais j'espère que vous comprendrez l'ensemble. Pierre a une salle à manger avec exclusivement des peintures de Picasso et des sculptures antiques et exotiques.